Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mac TV. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Lyon Politique. On va décrypter l'actualité lyonnaise de la semaine et autour de la table aujourd'hui, le politologue Romain Blachier, le chercheur associé chez Triangle Romain Mels et le conseiller municipal de la Mulatière, Maxime Bost. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Alexis. Au sommaire aujourd'hui, la place Bellecour, les TCL et la droite lyonnaise. On commence avec le projet polémique de la semaine, celui du parcours ombragé de la place Bellecour, un projet qui est issu du premier budget participatif de la ville de Lyon. Il était demandé initialement de végétaliser Bellecour, sauf que c'est impossible et à la place, Grégory Doucet a choisi un projet artistique qui ne laisse personne insensible. Sur les réseaux sociaux, on peut dire sans se tromper que les avis sont presque unanimement négatifs, à tel point que l'opposition demande au maire écologiste de jeter le projet à la poubelle sans passer par la case recyclage. Alors autour de la table, dites-nous un peu ce que vous pensez de ce projet à 1,5 million d'euros et qui doit voir le jour dès l'été prochain. Est-ce que Grégory Doucet, s'il s'entête, va commettre l'erreur ultime de son mandat? Romain Blachier. C'est un projet qui est un peu surprenant, effectivement. Il ne va pas rajouter un seul arbre, alors qu'au départ, l'idée, elle était plutôt bonne. C'était de végétaliser un endroit qui est un îlot de chaleur. Mais en fait, on n'aura aucune végétalisation, il n'y aura pas d'apport à ce projet. On est dans une période, je vous le rappelle, où le gouvernement Barnier-Macron demande de faire des économies aux collectivités locales pour payer la mauvaise gestion de Bruno Le Maire. Et dans ces 1,6 million, on pourrait peut-être les donner ailleurs, dans le social par exemple, ou dans la culture, ou dans des choses qui intéressent davantage les Lyonnais, plutôt que de faire un projet qui en plus d'ailleurs concerne une place qui est importante pour l'identité lyonnaise, mais on a confié ça à un designer parisien, à une agence marseillaise, à je ne sais pas quelle autre encore structure qui est également située à Paris, comme si à Lyon d'ailleurs on ne savait absolument rien faire. On risque d'ailleurs d'alimenter le projet de Grégory Doucet qui en fait s'intéresse pas à l'histoire de sa ville et ne fait pas travailler les acteurs lyonnais. Je pense que c'est une erreur ce projet actuellement. Il y a des outrances de l'opposition. Là j'ai vu récemment que la droite disait que ça allait se transformer en point de deal. Faut quand même pas exagérer. Mais effectivement il faut savoir se dire quand un projet qui à l'origine était un projet de végétalisation a changé, il faut savoir se dire qu'il faut pouvoir l'abandonner. Romain Mels. Disons qu'effectivement, c'est assez intéressant de voir comment un ensemble de petites décisions qui sont un peu isolées finissent par produire une espèce de, peut-être pas de, comme vous avez dit, de désastre ultime, mais enfin quand même effectivement un échec politique assez fort. Parce qu'au départ, par exemple, le fait de ne pas avoir mis, eux, ils n'ont jamais mis dans leur, en 2020, en 2019, en 2020, ils n'ont jamais mis dans leur programme, on va faire quelque chose, donc ils avaient très conscience du fait que c'était pas faisable. Malgré tout, ils ont lancé cette histoire de budget participatif qui a un peu dérapé, il y avait des projets qui sautaient entre les tours, on savait pas trop pourquoi, et poum, à la fin, ils laissent sortir. Mais parce qu'il manquait un projet fort dans ce budget participatif et ils ont sauté sur l'occasion sur végétaliser la place Bellecour. C'est ça qui est très fort, c'est qu'effectivement, il y avait plein d'idées, et comme il y avait suffisamment d'idées, ils auraient pu en prendre une autre, alors qu'eux-mêmes savaient que c'était pas faisable, ils se sont eux-mêmes mis dans une position incroyable en allant chercher quelque chose dont ils savaient très bien, puisqu'ils l'avaient pas mis dans leur programme, que c'était infaisable. Donc ils continuent de creuser. Voilà, donc là, ils se sont mis eux-mêmes dans une situation infaisable. Et effectivement, techniquement, ils ont été incapables de faire sortir un projet qui soit autre chose qu'une espèce de ciel de rue moche. Avec, on comprend absolument pas si c'est l'idée, c'est de que les gens restent en dessous de ces voilages pour être bien dans ce cas-là. Donc c'est-à-dire qu'on peut toujours pas passer parce qu'en dessous il y a des, je sais pas, des transats et des trucs comme ça, des bacs à sable. Donc on peut toujours pas traverser la presse. Ou alors est-ce qu'il s'agit de marcher? Dans ces cas-là, c'est juste marcher, donc ça n'a rien d'intérêt. Enfin, a priori, c'est complètement coincé et ils se sont mis eux-mêmes dans cette situation dramatique. Maxime Bost. Et pour moi, en fait, je vais faire un peu un remonter un peu dans le temps, parce que pour moi, il n'y a rien qui va dans la méthode. Le final, on en pense ce qu'on veut. Une œuvre artistique, ok, pourquoi pas, si on peut rien faire d'autre sur la place Bellecour. Enfin, je suis pas sûr qu'effectivement 1,5 million, ce soit l'urgence de le mettre là-dessus. Par contre, pour moi, dans le process, il y a quand même quelque chose qui ne va pas du tout. C'est que ce projet-là, il est issu du budget participatif. Sauf qu'à la base, il ne respectait pas les règles initiales du budget participatif. Parce que pour être éligible, le projet devait respecter un certain nombre de règles. En termes budgétaires, notamment cadrage budgétaire, il le dépasse largement. Première étape, donc du coup, ça ne respectait pas les règles du budget participatif. Et si je peux me permettre d'en rajouter une, c'est que ça devait rentrer dans les compétences de la ville de Lyon. Voilà, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Et donc du coup, ça ne respectait pas les règles, mais ils ont fini par le mettre quand même dedans. Pendant toutes les étapes du budget participatif, normalement, il y avait des études de faisabilité faites en parallèle, enfin en tout cas les services étaient mobilisés pour savoir si c'était faisable ou pas. Donc là, ils auraient déjà dû savoir si c'était faisable ou pas. À la fin de ça, ils nous annoncent un projet de végétalisation qui était la demande de beaucoup de gens qui ont voté. Et au final, donc, en amont du vote des gens, on aurait déjà dû leur dire si c'était faisable ou pas, avant de les laisser voter dessus. Les gens, on leur dit c'est faisable, donc on vote dessus. Et une fois qu'ils ont voté dessus et qu'ils ont rendu un avis, on leur dit finalement, ça,
et je décide tout seul de faire autre chose. Et donc pour moi, dans le modus operandi, il n'y a rien qui va, pour le coup. Et moi, je suis un peu moins critique sur le final, parce que quitte à rien faire, peut-être faire quelque chose, mais moi, le vrai problème, c'est 1,5 million pour quelque chose qui ne correspond à aucune demande de personne. Mais À part à la com. En l'occurrence, ils viennent de lancer la 2e édition du budget participatif. Ils peuvent clairement pas enterrer le grand projet du premier budget participatif, alors qu'ils sont en train de demander l'avis des gens à nouveau. Ouais. Oui, mais là, pour le coup, on tombe uniquement dans de la politique politicienne, et c'est dommage. Il faut savoir dire qu'il y a des projets qui ont évolué, il faut savoir dire quand on s'est trompé, quand les choses vont mal. D'ailleurs, en fait, c'est 1,6 million, pas 1,5 million le projet. Voilà, parce que sinon, quand on fait ce genre de choses, ça veut dire aussi enterrer la 2e phase du budget participatif. C'est-à-dire, si vous faites des choses farfelues, au bout d'un moment, les gens, ils y croient plus. Et il faut aussi d'ailleurs améliorer quelque chose. C'est-à-dire que là, mon voisin a dit que les gens avaient voté sur ce projet, mais il faut voir la moyenne du nombre de votes par projet, c'est parfois très très réduit. Donc il faut, à mon avis, peut-être davantage promouvoir ça. Moi, je regarde ça sur par exemple, le fait de rebaptiser la place Abbé Pierre à la Duchère. Sur le fait de rebaptiser la place Abbé Pierre à la Duchère, il a fallu insister un peu pour que le projet soit mis sur le site internet de la ville. Au départ, la ville a annoncé une concertation et elle l'avait même pas mis sur le site. Donc, améliorer les modes de concertation, déjà, ce serait pas mal aussi pour augmenter le nombre de citoyennes et de citoyens qui y participent. 1500 votants pour le projet de la place Oui, Bellecour. Oui, mais d'accord, mais c'est surtout- le seul. Oui, mais regardez tous les autres. Voilà. Regardez tous les autres. Parfois, Et- c'est 10 personnes. Et je rebondis sur ce que vient de dire Romain. Il faut même rappeler que contrairement à ce qui a été communiqué en long, en large et en travers, la première édition du BUPA a été un four. Je veux dire, concrètement, Le plus passé. budget participatif. Ça a été un four. Sur une ville de Lyon, alors qu'il n'y avait aucune restriction technique, de toute la France, on pouvait voter. Arriver à 6000 votes à la fin, sachant que quelques jours avant la clôture, on était à 3000, donc je pense qu'il y a eu un rappel qui a été battu pour que les gens viennent voter. Je veux dire, c'est la preuve que le budget participatif n'a pas touché sa cible. 1500 sur Bellecour, c'est pas Voilà. beaucoup, hein, d'ailleurs. Et donc, du coup, le principe de dire que, en plus, le projet phare qui sort de ça, en plus, on s'en fout, au final, bah, si vous voulez dire aux gens, ça sert vraiment à rien de vous mobiliser pour un budget participatif, bah, dites-leur comme ça, quoi. Je pense quand même que ça veut pas. Les budgets participatifs, il y avait quand même plein de gens qui avaient des envies locales, restaurer une église. Mais en mettre- soi, c'est une bonne idée. Je- sur le papier, c'est une très bonne idée. Ouais. C'est une bonne idée. Faut Non, mais je juste veux dire, la bien le deuxième faire. édition, ça va marcher aussi pareil. Enfin, des gens vont avoir des idées, ils vont faire sortir des trucs, ça va pas être zéro. La grosse difficulté là, c'est d'être sorti avec un projet phare qui était en fait infaisable. Oui. Et là, on se dit, si on aime autant manipuler les votes des gens, autant faire déboucher sur quelque chose d'un petit peu mâche-croûte, quoi. Mais alors, vous êtes à peu près tous d'accord autour de la table pour dire qu'en fait, il aurait dû enterrer le projet il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a même 1 an. Aujourd'hui, alors qu'il l'a présenté à la presse et que les élus écologistes le défendent corps et âme, y compris au conseil municipal, là c'est trop tard ou il peut encore l'abandonner avant l'été 2025 Ah bah non, il peut encore l'abandonner. sans passer pour... Non, au contraire, bah, c'est comme quand Bruno Bernard a abandonné le téléphérique. Personne s'est dit, oh, il se défausse, c'est une horreur et tout ça. Au contraire, on peut dire, bon, bah voilà, c'est quelqu'un qui. Enfin, je veux dire, ça montrerait qu'il est capable de prendre en compte les critiques et qu'il sait revenir en arrière sur une décision qui, visiblement, est une mauvaise décision et tout le monde le voit. Ouais. Je partagez suis cet tout à fait avis d'accord avec Romain. Là, son enjeu, c'est de faire machine arrière sur quelque chose qui ne satisfera personne. Pour le coup, je pense qu'il l'avait vu comme des jolis coups de com'. L'annonce de la végétalisation, il faut le rappeler quand même que ça avait été fait en grande pompe. Il était arrivé tout sourire, présenter les diapos, alors qu'en fait, déjà, il devait savoir que ce n'était pas tout à fait faisable. Donc, en fait, je pense que Grégory Doucet aime beaucoup communiquer, se mettre en avant. Bon, il a fait son opération de com', c'est un four. Je pense que pour lui, il ferait mieux de reculer plutôt que de continuer à s'enferrer là-dedans. Mais même au-delà de ça, de toute façon, il faut trouver 25 millions d'économies, c'est ce que le gouvernement impose à la ville de Lyon. Il a tout à fait une porte de sortie là-dessus. Il pourrait tout à fait dire, bah, regardez, à cause de ça, on ne peut plus faire cette place. Mais en fait, il a déjà sa porte de sortie, parce qu'il a annoncé au conseil municipal que la voie lyonnaise numéro 12, celle qui bloque actuellement l'avenue Rockefeller, va arriver rue de la Barre. Et là, il va mettre des Et arbres. là, dans le cadre de la voie lyonnaise 12, ils vont végétaliser rue de la Barre, Tout à donc fait. à côté de la place Bellecour. Donc, Exactement. et c'est la métropole qui paye. Oui. Donc en fait, il peut économiser 1,5 million d'euros en Et dire, abandonnant oh, le projet regardez, on a mis artistique. des arbres. Et la métropole va végétaliser à notre place, Voilà, quoi qu'il arrive. ce serait parfait. Bon, bah, si Grégory Doucet nous a écoutés, Grégory, voilà, je t'en il y a supplie. la marche à suivre. Ouais. On passe à notre deuxième sujet, et décidément, les millions d'euros pleuvent quand il s'agit de dépenser avant les élections, puisque le Citral va injecter 3 millions d'euros dans une campagne de communication. Pourquoi ?
Eh bien, pour annoncer que les TCL changent de logo et changent de nom. Oui, les TCL vont devenir les TCL. Je me moque un peu, mais en réalité, les réseaux de transport en commun vont être unifiés. Je vais expliquer avec le réseau Libellule de Villefranche et les cars du Rhône qui pourront être empruntés avec le même titre de transport qu'à Lyon. C'est un vrai dossier qu'il fallait acter, mais est-ce que 3 millions d'euros pour de la com et aussi pour changer les stickages de tous les bus, c'est pas un peu choquant dans ces périodes de vache maigre, Maxime? En fait, pour moi, il y a une vraie problématique, c'est qu'effectivement, on est en période de vache maigre et on dépense encore de l'argent en communication. Mais Bruno Bernard est coutumier du fait, parce que je rappelle quand même qu'en 2022, il a déjà changé le logo de la métropole de Lyon. Oui. Donc il a changé en 2022 la métropole de Lyon, en 2024 les TCL. En fait, il fait un peu une Laurent Wauquiez sur la communication, quoi. Je fais ma com pour m'approprier la visibilité. Moi, je rappelle, je vais faire un parallèle un peu ancien, mais quand Gérard Collomb a créé avec Michel Mercier la métropole de Lyon, ça s'appelait Grand Lyon Communauté Urbaine. Il a juste enlevé Communauté Urbaine, il a mis la métropole. Et en fait, on avait économisé des millions d'euros en repackaging publicitaire à ce moment-là. Et je pense qu'à l'époque, la métropole était en très bonne santé financière. On avait quand même fait des économies sur la com. Aujourd'hui, les choses sont quand même bien moins mirobolantes et on continue à dépenser dans la communication. Je trouve que c'est un peu mal à propos. C'est pas tout à fait de la communication, là. Là, vous avez des bus, c'est du service. Vous allez dire aux gens, voilà, regardez, c'est les mêmes bus, vous pouvez les reconnaître. Oui, mais la personne qui, tous les jours, fait Saint-Priest, centre-ville de Lyon en bus, il s'en fiche de dépenser 3 millions pour que les gens de Villefranche-sur-Saône puissent profiter du même réseau. Oui, mais celui qui est à Villefranche, il est content de comprendre que maintenant, il peut prendre avec un seul billet de Villefranche je sais pas moi... À Villefranche. Non, de Villefranche à... Oui, non, mais c'est-à-dire qu'il peut prendre le bus pour aller jusqu'à la gare SNCF, voilà. Et avec le même ticket, quand il arrivera à Gare de Vèze, il pourra prendre le métro. Et le fait de refloquer tous les bus, c'est dire ça. Donc c'est pas la même chose que de faire une dépense de 3 millions d'euros. Je ne me rends pas compte que ça coûte cher, mais probablement... Mais tout coûte cher, hein. C'est comme l'œuvre artistique, 1,5 million d'euros pour des bouts de bois et des voiles. Ouais, c'est ça. Oui, mais alors on a des milliers de bus. On a raté notre vocation. On les a pour moins cher, les bouts de bois. On fait pas le bon métier, j'ai l'impression. Faut quand même pas comparer avec ce qu'a fait Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, c'était vraiment juste un changement de logo. Là, pour le coup, effectivement, il y a quand même une unification de 3 marques distinctes. Libellule, Cars du Rhône, TCL. Voilà, effectivement, est-ce que 3 millions d'euros dans des périodes où là aussi il faut économiser de l'argent parce que le gouvernement nous impose de le faire, c'est une bonne idée? J'en suis pas sûr. D'autant qu'en plus, au même moment, les TCL, elles augmentent leurs tarifs pour les billets, notamment le billet famille qui va prendre un sacré coup de hausse. Ce qui est paradoxal, parce que lorsqu'on prend les délibérations qui étaient faites, les prises de parole qui étaient faites par les Verts lorsqu'ils étaient dans la majorité de Gérard Collomb, mais lorsqu'ils n'étaient pas majoritaires tout seuls, ils expliquaient qu'il fallait du transport gratuit. Au lieu de faire du transport gratuit, ils font de la communication. Alors, cette communication, moi, à la limite, unifier les 3 marques, c'est pas un gadget, c'est quelque chose d'important, c'est une bonne mesure qui a été prise. Mais au lieu de faire du transport gratuit, ils augmentent les tarifs. Il ferait mieux de prendre exemple sur des mairies socialistes comme celle de Montpellier, par exemple, qui, elle, pour le coup, a dit qu'elle allait faire des transports gratuits et a fait les transports gratuits. Là, ce qu'on a, c'est on a des gens qui ont dit qu'ils allaient faire des transports gratuits et qui augmentent les prix. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'au sein du groupe des Verts, ça gueule pas plus que ça, sachant qu'il y en a quand même beaucoup. Et quand on prend les délibérations, que ce soit des anciens élus ou que ce soit des militants plus actuels, qui plaident officiellement pour des transports gratuits et qui votent quand même ces augmentations de tarifs. Mais vous savez comme moi que ça va être un vrai sujet pour l'élection métropolitaine 2026, ça, la gratuité des transports à gauche. Ça risque d'être la proposition forte de Bruno Bernard, potentiellement. La dernière fois, c'était une proposition quand même qui avait été faite par beaucoup de Verts. Et là, ce qu'on voit, c'est une augmentation des tarifs en disant que c'est pour financer une augmentation des réseaux. Oui, mais... Pourquoi pas, mais c'est quelque chose, c'est quelque chose qui n'a pas été tenu la dernière fois. Là, pour le coup, je vous dis, Michael Delafosse à Montpellier, il a dit « Je ferai les transports gratuits, gratuits dans la mairie socialiste de Montpellier, ils sont Montpellier, ils n'ont pas besoin de construire de nouveaux tramways. » Voilà, ils n'ont pas de tramway, surtout on ne peut pas prendre un bus à Nîmes. Non, mais j'ai 200 interventions d'élus verts qui disaient, voilà, il faut les transports gratuits à Lyon. Aujourd'hui, les transports, ils augmentent. Effectivement, oui, mais le service effectivement, le job, à mon avis, effectivement, dans les campagnes, mais on en parlera dans le chapitre d'après,
d'une liste de gauche, ça devrait être justement de baisser le prix des transports en commun pour les plus démunis. Non, mais là c'est autre chose. Bon, après, on peut parler mais là, le fait de partager le département en 5 zones, de donner la possibilité, sans grande augmentation, d'aller de Villefranche à Mais Lyon. ça, c'est très bien. Voilà, Ça, c'est ça le truc. Mais ça, c'est les 3 très millions, bien. c'est aussi, j'imagine qu'il faut refaire les systèmes informatiques Mais des... ça, c'est très bien, c'est une Non, mais les 3 millions, c'est ça. C'est une très bonne mesure. Non, les 3 millions, c'est sur la campagne c'est de la com. Non, C'est c'est pas pas le seulement reste. la com. Non, C'est non, l'unification de tout ça, y compris les services informatiques qui vont permettre Non, d'interroger. c'est les logos. C'est Non, la il y a un partie autre communication, les 3 millions. Mais c'est pas de la communication de repeindre des bus pour qu'ils Bah aient si. les mêmes. Bah Bah si. non, c'est pas de la communication. sinon vous faites C'est des- juste pour permettre aux gens de repérer que ce Non, sont mais les mêmes vous- bus. vous faites des Ce que bus je veux dire, tout c'est que blancs, ça ça aurait marche pas aussi. coûté 3 millions, par exemple, d'étendre le graphisme majoritaire qui est sur les bus de l'agglomération lyonnaise à l'ensemble des bus concernés. Ça aurait pas coûté 3 millions, ça aurait peut-être coûté 500 000, 1 million, et on aurait fait 2 millions d'économies, plutôt que de tout recréer une charte graphique qui va devoir recouvrir l'intégralité de tous les transports déjà C'est existants. vrai qu'on n'était pas obligé de changer le logo Voilà. des TCL On pouvait garder les TCL et on Voilà. peut demander Oui, aux c'est cartes ça. du Rhône. et leur envoyer Voilà, des de se floquer bus TCL. TCL. Voilà, ça aurait Voilà, coûté ça 2 aurait été millions fait. et demi. ça aurait C'est tout coûté- à fait possible, On aurait mais il est- économisé 2 millions et demi. Voilà. On peut pas savoir, mais il est Si, tout à si, fait, c'est à peu près ça. il est tout à fait possible que les cartes du Rhône et Libellule aient dit ah non, nous on veut pas être, on veut quelque chose de commun. Il n'y a pas de raison qu'on soit Mais pris ça par. existait déjà. Pourquoi refaire un logo TCL alors qu'il y avait déjà un logo TCL? C'est pas le même logo TCL. Oh là là. Romain Metz, est-ce qu'il faut, Putain, des- est-ce qu'il faut que Bruno Bernard abandonne son projet de changer le logo? Non, mais par contre, il faut qu'il le fasse lui-même à la main, repeindre tous les bus et ça coûtera un peu moins que 3 millions. Mais c'est dommage parce que sinon, vraiment unifier ces 3 services, le système des 5 zones, c'est très très bien, Bien sûr. de ce qu'a fait Bruno Bernard sur ce point de vue-là. Pour le reste, c'est très bien. Il manque plus que les TER avec la région. Alors et ça, oui, là, il y en a serait encore le pour bingo. 20 ans et après ça sera vraiment bien. Et là, on refera encore le logo avec un nouveau TCL. TCL, TER, Oui, sur les c'est chemins dans, et c'est tout dans le 20 ans, on aura épongé les 3 millions. Allez, terminons avec le transfert de ces derniers jours. Le maire du 6e arrondissement de Lyon, Pascal Blache, qui quitte les Républicains pour rejoindre Horizon. Alors l'information en elle-même ne révolutionne pas le paysage politique lyonnais. Elle isole toutefois un peu plus Pierre Oliver, le maire du 2e, patron de la droite lyonnaise, qui perd une figure. On sait également que Béatrice de Monti aimerait se présenter à sa place au municipal en 2026. Alors est-ce que, selon vous, cette défection de Pascal Blache qui oblige Pierre Oliver à se tourner vers la Macronie pour les municipales, et surtout, est-ce qu'il sera vraiment en position de force durant ces négociations? Il vient de perdre un arrondissement. Romain Blachier. Alors, Pascal Blache, il essaye de prendre une place qui est laissée un peu vide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop qui est le chef de la majorité présidentielle à Lyon. Alors, il y a des cadres, je ne suis pas en train de dire qu'il y a personne, mais par exemple, effectivement, Anne Brunera, elle vient de partir de Lyon, elle n'est plus députée. Thomas Rudigoz, même s'il conserve une solide implantation dans le 5e, il n'est plus député. Donc, peut-être que Pascal Blache se dit qu'il a un espace à prendre au niveau de la majorité présidentielle. Ça lui appartient. Il va y avoir aussi une autre discussion qui va être celle du fait que la droite, à mon avis, a fait impasse sur la ville de Lyon. Tout simplement parce que elle n'a pas forcément les gens qu'il faut pour prendre la ville. Et puis parce qu'il y a une sociologie lourde, on le voit dans toutes les grandes démocraties. Les villes-centres, c'est à gauche et c'est ça qui se passe en général. Là où le débat va être le plus intéressant, c'est effectivement à gauche. Parce que là, ce qu'on voit récemment, c'est Nathalie Perrin-Gilbert qui, suite à ses propos sur la place Bellecour, s'en prend plein la gueule et son groupe est obligé de se solidariser un peu. On voit que lorsque Renaud Père crée son groupe autonome à la métropole de Lyon, il se prend des pressions monstrueuses de Bruno Bernard pour ne pas créer ce groupe-là. On voit ensuite que des collaborateurs et collaboratrices de Bruno Bernard expliquent que Cédric Van Stevendel, il est affaibli par cette scission au sein du groupe socialiste. On voit aussi effectivement que Anaïs Bellawassa n'est pas toujours écoutée lorsqu'elle manifeste pour soutenir les personnes sans logis. Ça veut dire quand même que Bruno Bernard, s'il a envie d'avoir sa fameuse liste de premier tour, s'il ne veut pas avoir ce qu'il appelle une troisième force face à lui à gauche au premier tour, il va devoir faire un peu plus de travail pour qu'il y ait l'unité de la gauche. Parce que l'unité de la gauche, c'est important. Oui, mais il peut pas faire l'unité l'unité, ça se fait à deux. Donc voilà, c'est ça le truc. Moi, je pense que la droite, elle fait l'impasse sur les prochaines municipales, tout simplement. Maxime. Je suis assez d'accord avec Romain. En fait, pour moi, la droite a eu sa dernière chance avec Perben en 2008, en termes de sociologie. Depuis, l'évolution de Lyon l'éloigne chaque jour un peu plus de ses chances de revenir. Et pour Pierre Oliver, il est aujourd'hui maire du 2e arrondissement. Et plus la confluence se peuple, et plus son arrondissement devient basculable à terme. Et donc, du coup, le recentrage de Pascal Blache est assez logique quand on regarde les élections
sur son territoire, où c'est la Macronie qui est arrivée quand même en tête, bien loin devant la droite traditionnelle. Et donc le recentrage de Pascal Blache, je pense qu'il est aussi raccord avec ce qu'a dit Romain sur le fait que Anne Brunira, ayant perdu les dernières législatives, elle n'est plus la femme forte pour la majorité présidentielle sur le territoire à l'heure où nous parlons. Et donc du coup, la stratégie de Pascal Blache, c'est jouer plutôt sa survie, là où Pierre Oliver essaye lui de tenter une candidature à la mairie de Lyon, à laquelle on peut se demander s'il y croit vraiment ou s'il le fait parce qu'on lui demande de le faire. Romain ? Oui, c'est pas très clair effectivement tout ça, parce que rejoindre Horizon, c'est rejoindre Vincent Day. Qui a vraiment envie de rejoindre Vincent Day ? Donc là, il y a quand même une question qui se pose, c'est qu'évidemment Pascal Blache. Alors après, Pascal Blache, c'est quand même quelqu'un qui est pas facile à lire, je trouve, parce qu'il est là, et pourtant on a l'impression qu'il a jamais envie de faire. Alors, Pierre Oliver, on voit bien l'envie de faire de la politique, on voit bien. Il s'agit de ça. Béatrice de Monti aussi, dont vous parliez, c'est très net aussi. Et ils sont très. Pascal Blache, il a été pendant 3 semaines candidat à la mairie de Lyon en 2019, je crois. Oui, avant que Étienne Blanc l'appelle. Voilà. Oui, mais je veux dire, quand vous êtes candidat 3 semaines, il y a 5 ans, ça fait quand même pas un... Bon, après, si, il s'est présenté en 2022. C'est très Après, il suffit de 3 bonnes semaines, parce que par exemple, on a Christophe Marguin qui est candidat depuis 1 an et demi et qui n'a rien fait de notable. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est un exemple dont Pascal Blache s'inspire, Christophe Marguin ? Non, on lui souhaite pas. On lui souhaite pas. Après, il y a Marc Fraisse, il est souvent candidat aussi. Oui, mais à Villeurbanne. Il est à Villeurbanne et C'est puis vrai. il n'est pas très candidat longtemps. Il se désiste facilement pour l'ancien maire. Donc la stratégie de Pascal Blache me paraît pas évidente. Mais Et celle de Pierre Oliver, alors, à adopter. Pierre Oliver, il essaye juste d'être le type légitime parce que il a un Mais poste. légitime de quelle troupe aujourd'hui? Parce qu'il n'y a plus personne. Non, mais du parti. Quand vous êtes tout seul, vous êtes forcément légitime. Non, mais le parti Les Républicains continue à exister en Oui. tant que parti. Oui, mais il n'y a Donc, plus de figure. Non, il n'y a plus de figure, mais enfin, il pourrait avoir. Il y a encore quelques militants et puis il y a un peu d'argent. Donc ça peut être utile. Mais le problème, c'est que pendant ce temps-là, Béatrice de Monti dit moi, ça m'intéresserait aussi d'y aller. Et je représente aussi Nouvelle Énergie de David Lisnard. Et donc je suis aussi légitime. Bon, le Ça, truc que personne ne connaît d'ailleurs. personne ne connaît, mais. Je veux dire, c'est pas comme si effectivement il y avait, si tout d'un coup les Républicains, tout le monde connaissait. Enfin, on ne sait même pas qui est le chef des Républicains à l'heure actuelle au niveau national. Donc c'est kiff bourricot, c'est une catastrophe dans tous les cas. Et en plus, visiblement, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Alors que effectivement, s'il y a un truc à faire, pour l'instant, c'est essayer. Alors pour la gauche, je sais pas, mais à droite, enfin, d'être capable d'occuper quelque chose qui va effectivement de Anne Bruniera à quoi? En chef de la droite, il y a un nom aussi qui revient souvent, qui d'ailleurs vient souvent sur ce plateau, qui est Emmanuel Hamelin. On entend Alors de là, plus en plus oui, le nom d'Emmanuel Hamelin, parce On entend le nom, mais on ne le voit pas beaucoup, lui. parce qu'il pourrait fédérer éventuellement une partie des macronistes et puis aussi une partie de la droite. Ça, c'est un nom qu'on entend en ce moment. Ah bon? En tout cas, mais Si, on l'entend. On l'entend? On l'entend. Vous écoutez super bien alors. Ah bah oui. Et on Oui. pourrait faire un moment de silence, on verrait si on entend le mot Hamelin. On n'entend rien du mais tout. je pense que nous, on l'entend. Je suis pas sûr que les gens l'entendent encore. Oui, non, mais voilà. ça viendra. C'est encore tôt. Mais Quand est-ce qu'il a été élu la dernière fois, quoi? En 2007? Emmanuel Hamelin, Oui. sa dernière élection. Non, il était conseiller municipal. Non, il était conseiller métropolitain jusqu'en 2020. Ah oui. Il était même président de groupe. Ah bon? Hmm. D'accord. Mais de quel groupe? C'est ça la question. Ouais. Le groupe Horizon, etc., etc. Là, le groupe. Ah oui, d'accord. Donc c'est de aussi la Vincent droite Day. macroniste. Donc c'est Vincent Vincent Day. Day, à l'époque, il était chez les Républicains, mais là, on est en train de partir. Donc, À mon avis, non, mais on va alors, partir ce groupe-là, pour on a les perdu gens. un peu les gens. Non, On mais va voilà, faire donc des ce groupe-là est complètement éclaté. Il n'y a absolument aucune possibilité d'être visible par les Lyonnais. Et donc, la seule. Enfin, il y a même si Grégory Doucet continuait à faire des erreurs énormes, telles que virer son adjointe à l'agriculture ou s'obstiner à faire un projet de ciel de rue en plein Bellecour, même s'il continue jusqu'en 2026 Mais c'est d'ailleurs ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait, ça suffirait pas. la sociologie, elle amène effectivement à ce que il n'y ait pas de remise en cause ou à ce qu'on veuille écraser ses alliés, parce qu'on se dit, de toute façon, comme la ville de Lyon, elle est à gauche, quoi qu'on fasse, on sera réélu, quoi. Oui, voilà. Mais donc effectivement, mais en même temps, ce serait pas du tout impossible que Pierre Oliver arrive à parler avec Rudy Gauze, arrive à parler avec Bruniera, et que Béatrice de Monti arrive à prendre l'ensemble et qu'elle soit une candidate. Mais est-ce que ça sera suffisant? Parce que là, effectivement, je pense qu'on a perdu les gens avec des noms qui parlent pas à la majorité. Voilà, mais c'est pas moi qui parlais de Hamelin. Alors ça, c'est pas moi. Et donc la C'est le question, problème c'est de de la savoir. politique lyonnaise, c'est-à-dire qu'il y a est-ce que énormément c'est de fini, gens quoi qui pensent qu'ils sont extrêmement importants, Ouais. alors qu'en fait, c'est des tendances lourdes, c'est-à-dire les grandes villes votent à gauche,
Plus dans le périurbain, ça vote à droite. Et en fait, au milieu de tout ça, on se retrouve avec tout un tas d'élus ou de militants qui pensent qu'ils sont extrêmement importants, élus sur leur nom, alors qu'en fait, c'est des tendances sociologiques lourdes qui fonctionnent. Et après, là où je suis d'accord avec Romain, c'est qu'en fait, le plus grand danger de Grégory Doucet, c'est de Grégory Doucet lui-même actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, la manière dont il traite ses propres partenaires peut finir par créer l'explosion. Mais est-ce que vous pensez que vraiment ça peut lui coûter une victoire avec le boulevard qui oui, est oui. là? Il ne faut pas oublier qu'aux européennes, les Verts à Lyon, le socle des Verts à Lyon, ça a été 8%. Il ne faut pas oublier que c'est Marie pas le Toussaint, plus elle n'a gros. pas fait 8. Elle a fait 11,5. Oui, mais enfin bon. Par rapport à ses partenaires, qui ont fait quand même beaucoup plus, c'est quand même quelque chose. Il y a les européennes, il y a les dernières municipales où effectivement il y a eu différentes listes qui se sont un peu explosées. Il y avait du vote de gauche, il y en avait un peu chez Kimmelfeld, il y en avait un peu chez Collomb, il y en avait évidemment au PS. Mais en 2020, les écologistes auraient pu gagner seuls au second tour. Oui, bien sûr, mais là aujourd'hui, vraiment, si on s'amuse à regarder un peu les différentes forces qui sont à gauche et qui ne sont pas les Verts, il y a eu aussi un dossier qui a été sur la France Insoumise, qui a été fait par Lyon Mag. Les Verts, ils sont loin d'être majoritaires à gauche, donc il faut qu'ils fassent extrêmement attention au premier tour à bien traiter les gens, sinon il y aura 1, 2, 3 listes à gauche. Oui, mais ce qui nous pend au nez, c'est un second tour insoumis contre écologistes. Mais pas autre chose. Non, je pense que la gauche sera capable de se rassembler au deuxième tour, et en tout cas, c'est souhaitable. Oui, mais pourquoi se rassembler si c'est un second tour, Anaïs Belloissa, Grégory Doucet? Je ne sais pas s'il y aura un second tour, Anaïs Belloissa, Grégory Doucet. Je pense aussi qu'il y a la place, une très bonne place pour la social-démocratie dans une ville comme la nôtre. Certes. Après, moi, je suis d'accord avec le nom d'Anaïs Belloissa, parce que pour moi, Anaïs Belloissa, elle n'est pas arrivée ici par hasard, elle est arrivée ici pour remettre de l'ordre chez les Insoumis, pour les mettre en ordre de bataille, et je ne pense pas qu'elle va tolérer bien longtemps, et que les Insoumis vont tolérer bien longtemps d'être traités comme ils sont traités par Grégory Doucet. Mais sachez que ça l'agace qu'on la place comme potentielle candidate insoumise au municipal 2026. Hein. Elle passe son temps à le démentir en off. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, et effectivement, Grégory Doucet aurait tort de se priver de ça, tout comme il a tort de maltraiter Renaud Père, de maltraiter les socialistes, de maltraiter un certain nombre de gens comme ça. Ça, c'est votre opinion à vous, mais en tout cas, il a tort de faire ça. Alors bon, c'est la fin de cette émission. On a dit beaucoup de noms différents, mais si vous nous suivez, normalement, vous en connaissez la plupart. Sinon, il y a Google. Mais sinon, vous n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram pour me poser des questions sur qui est cette personne ou pas. Oui, voilà, moi, c'est pas la peine, je réponds pas. On se fera un plaisir d'y répondre. Merci. Merci d'avance pour vos retours. L'actualité continue sur lyonmac.com. Excellent week-end et on se dit à la semaine prochaine.